Bonjour, je suis Caroline Goulard. J'ai créé 2 entreprises dans le domaine de la visualisation de données. Je travaille depuis plus de 10 ans à créer des ponts entre les humains et les données. On est ensemble pour un nouvel épisode de The Bridge, la plateforme de contenu d'Artefact qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Ril. Isabelle, bonjour. Bonjour Caroline. Alors Isabelle, qui êtes-vous? Sur quoi travaillez-vous? Je suis professeure des universités en informatique. Mon domaine d'origine touchait plutôt la sécurité. Depuis une douzaine d'années, un peu plus, j'ai rejoint INRIA. Et depuis 3 ans, je dirige le centre parisien 3IA qui a été créé dans le cadre de la stratégie nationale et qui regroupe un grand nombre de chercheurs qui travaillent sur différentes technologies d'IA. Justement, vous êtes bien placé pour nous en dire plus sur où on en est aujourd'hui des progrès de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien? Alors, je pense qu'il n'aura échappé à personne qu'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années et beaucoup de projets également développés. Tout ça a commencé, si on essaye de le dater, un peu en 2012 avec la démonstration par Geoffrey Hinton et son équipe que les nouvelles technologies d'IA pouvaient apporter beaucoup à l'amélioration de la computer vision. Ça a été le premier domaine qui a été vraiment transformé. Et de là, tout a évolué. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun domaine qui est vraiment en dehors de ça. Alors, les grandes avancées qui sont les plus visibles pour chacun, c'est en général tout ce qui est autour de la vision artificielle, donc les technologies de reconnaissance faciale ou autres, ou la traduction automatique, le traitement automatique des langues, puisque chacun aujourd'hui l'utilise, ou en tous les cas, la plupart des gens l'ont dans leur poche sur un smartphone. Donc, c'est vraiment immédiatement intégré aux usages. À partir de là, tous les autres domaines ont explosé. Alors, en santé, beaucoup. Là aussi, à partir de l'imagerie, l'analyse... vous avez sûrement entendu parler des analyses de tumeurs dermatologiques qui sont faites automatiquement, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent sur l'imagerie du cerveau pour prédire les maladies neurodégénératives. Vous pouvez avoir des diagnostics prénataux pour les maladies rares. Donc le panel est très varié et ça touche toutes les disciplines. Évidemment, toutes celles qui manipulent de la donnée. On revient au sujet initial. Alors sur des sujets peut-être moins grand public, mais la logistique. Aujourd'hui, les trajectoires des camions, les taux de remplissage, tout ça, tout ce qui avant était touché par l'optimisation, peut aujourd'hui bénéficier des avancées en IA. Donc les sujets sont vraiment multiples et tous les domaines, un peu à la fois, sont touchés. Où est-ce qu'on est encore limité? Est-ce que l'IA, ça peut tout faire au final ou non, il y a encore quand même quelques limites techniques encore? En fait, c'est limité partout. D'abord, ça reste un outil. Il ne faut pas rêver à une technologie optimale qui ferait tout. Ça reste un outil qui est appliqué à un domaine particulier pour lequel elle est conçue. Même dans chacun des domaines, il y a des limitations. Alors, si on prend aujourd'hui le traitement automatique des langues, que je vous ai cité, ça fonctionne très bien pour les langues qu'on appelle bien dotées, c'est-à-dire les langues pour lesquelles le corpus d'entraînement est très important. Donc l'anglais, l'espagnol, le français, ça marche pas mal. C'est-à-dire les langues qui ont le plus de locuteurs, donc qui ont le plus de textes pour apprendre. Et ça marche très bien dans un contexte maîtrisé. C'est-à-dire lorsque la personne qui s'exprime, par exemple, s'exprime sans bruit de fond, dans un langage classique, on va dire, pas d'argot, pas d'interférence, pas d'accent. Toute interférence au modèle original pose des problèmes, et en particulier, tout ce qui est travail sur les langues très peu dotées, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis allée en vacances cet été en Croatie. La traduction automatique du croate marche beaucoup moins bien que celle de l'anglais, parce que c'est une langue qui est parlée par beaucoup moins de gens dans le monde, donc qui a été moins étudiée. Donc il y a beaucoup de progrès à faire sur ces sujets-là, et c'est la même chose sur tous les autres domaines. En vision automatique, il peut y avoir des choses qui fonctionnent très très bien, et d'un seul coup, une image qui n'est pas reconnue, vous ne savez pas pourquoi. Il reste des pans à explorer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer au stade d'après, pour repousser ses limites? Comment on va y arriver? Évidemment, poursuivre la recherche, c'est très important. C'est ce qui va repousser les limites et explorer les prochaines étapes. Et il y a plusieurs axes pour ça. Il y a tout ce qui est recherche sur dans la continuité. C'est-à-dire qu'on continue jour après jour à faire progresser chacun des domaines, à réussir à travailler mieux sur les langues, avec moins de données, mieux sur les images, mieux sur les mathématiques de l'optimisation. Donc, on a un processus d'amélioration continue et on va, à un moment donné,
parce que c'est souvent le cas en recherche, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, arriver à une nouvelle rupture, c'est-à-dire une nouvelle technologie, une nouvelle forme d'algorithme, un nouveau modèle qui va faire le prochain saut en avant. Et donc, on continue à avancer sans jamais arrêter un domaine. Bien on est en Europe, nos chercheurs européens, nos laboratoires de recherche, est-ce qu'ils sont bien positionnés sur ces sujets? Est-ce qu'ils investissent beaucoup, moins que d'autres pays comme les États-Unis ou la Chine? L'Europe est très bien placée en termes de recherche et en termes de capital humain. C'est-à-dire que je parle de la recherche dans les laboratoires, mais également des étudiants qui sont formés dans les écoles, les universités, qui sont vraiment des étudiants brillants et bien formés, et donc qui sont reconnus dans le monde entier comme étant des potentiels très importants. Il ne faut pas oublier que ça reste la matière première, l'une des matières premières de l'intelligence artificielle. Donc bien évidemment, on a besoin aujourd'hui de données, on a besoin de beaucoup de ressources de calcul, mais on a aussi besoin de potentiel humain. Et là-dessus, l'Europe est vraiment très bien placée. Sur les autres pans, qui touchent peut-être plus aux aspects économiques qu'aux aspects recherche, c'est un peu plus difficile de se positionner puisqu'on a moins de données et peut-être moins de supercalculateurs que d'autres pays. En termes de recherche, on reste très très bien placé. L'Europe en général, la France en particulier. Et il y a une structuration en Europe qui est en train de se mettre en place. Donc il y a eu des plans dans différents pays. Alors même si les montants annoncés par les différents pays européens ne se comparent pas forcément aux plans annoncés par les États-Unis, la Chine, en termes de volume, en euros ou en dollars, c'est pas la même chose. Ça reste quand même très confortable pour développer la recherche. Et il y a aussi des initiatives européennes, par exemple ELIS, qui est un réseau européen entre les universités, qui essaie de favoriser les échanges entre les différentes institutions qui existent par ailleurs, mais aussi pour permettre, par exemple, aux étudiants de bouger beaucoup et éviter éventuellement qu'ils aient envie d'aller faire leur expérience à l'étranger sur un autre continent, si on leur offre la possibilité de la faire dans un laboratoire attractif en Europe. Pourquoi on a moins de données? Vous analysiez nos points faibles et pourquoi on a moins de données d'entraînement que d'autres? En termes, pour le coup, pour les entreprises, parce qu'on s'est positionné moins tôt. C'est-à-dire que la collecte de données, on parle souvent des GAFAM ou des géants chinois, ils ont conquis les marchés depuis longtemps. Ils ont commencé leur collecte de données, leur entraînement, le développement de leur modèle, bien avant que l'Europe se pose la question de créer un géant européen. Et donc le retard est difficile à rattraper puisque vous avez un effet de vraiment boule de neige. Quand vous développez une application de type réseau social, si vous êtes le premier, vous pouvez commencer petit. Les utilisateurs y adhèrent un peu à la fois. Vous profitez de cette adhésion pour collecter des données, améliorer vos services, acquérir plus d'usagers. Et cet effet boule de neige est difficile à rattraper pour un nouvel entrant. Oui, pareil, j'imagine sur Computer Vision, les Google Cars qui prennent des vidéos des rues, ça fait un corpus qui est difficile à reconstituer, j'imagine, pour un nouvel entrant. Oui, il y a des... Alors après, il y a sur la vision, il existe des jeux de données très intéressants, libres, utilisés par les chercheurs depuis longtemps, qui permettent de comparer les algorithmes et vraiment de se positionner en termes de résultats. Encore une fois, si vous parlez d'un acteur qui voudrait créer une voiture autonome, c'est-à-dire l'industrialiser, on n'est pas tout à fait sur le même sujet. Et en termes de réglementation, est-ce qu'il faut regarder du côté de la réglementation européenne pour comprendre peut-être qu'on a plus de limites? Est-ce que des réglementations comme le RGPD, ça peut freiner nos recherches en IA? Sur le RGPD lui-même, je ne pense pas. Ma conviction personnelle est que le RGPD est une très bonne chose et qu'il est important vraiment de commencer à protéger les usagers et de les éduquer, parfois bien malgré eux, à la protection de leurs données personnelles. Donc le RGPD est un règlement qui a mis un peu de temps à se mettre en place et qui maintenant, je pense, est relativement bien accepté et bien compris. Sur les volets qui arrivent de réglementation de l'IA, là, c'est un petit peu plus difficile de se positionner. D'abord parce que la discussion n'est pas terminée et les réglementations ne sont pas figées encore à ce stade. Donc on a encore un peu d'incertitude sur ce qui va en sortir. Et on a peut-être, sur les côtés recherche-innovation, quelques inquiétudes qui sont apparues sur les freins qui pourraient être amenés par ces réglementations. Et encore une fois, il y a une différence entre le monde de la recherche et les produits. Si aujourd'hui, on s'interdit, par exemple,
la reconnaissance faciale ou la biométrie à large échelle dans les rues, je pense que c'est tout à fait en adéquation avec ce que les citoyens européens attendent. Ils n'ont pas envie d'être suivis, d'être espionnés dans la rue. Et ça, c'est bien. Donc, on interdit l'utilisation des produits. Si on s'interdit de faire de la recherche sur la reconnaissance faciale et la biométrie, on ne maîtrisera pas ces technologies. Et surtout si d'autres le font. On ne peut pas aujourd'hui, à mon sens, estimer qu'on ne va pas utiliser la reconnaissance faciale au sens large sur des foules et être capable de l'utiliser en cas d'enlèvement d'enfants, puisqu'il faut bien qu'on la maîtrise, la technologie, pour l'utiliser. Et donc, il est nécessaire qu'à un moment donné, on se positionne pour maîtriser les technologies et être capable, au cas où, éventuellement même pour s'en défendre. Si l'Europe refuse ou la France refuse de manipuler les informations, de faire des fake news, d'essayer de manipuler les élections de ces pays amis ou concurrents, le fait de ne pas savoir comment ça se fait, ça va nous empêcher de nous protéger d'une éventuelle attaque. Si vous ne savez pas quelles sont les technologies disponibles, si vous ne les maîtrisez pas, vous ne pouvez pas les contrer. Donc je pense qu'il faut continuer à développer des technologies, même si elles nous semblent dangereuses, évidemment dans un cadre très réglementé, c'est-à-dire avec des commissions de déontologie, des accords, des surveillances. Aujourd'hui, on s'autorise en biologie des recherches sur des virus très dangereux, mais pas n'importe où. Dans quelques endroits très précis, faits par des spécialistes, dans des environnements clos et avec une réglementation. Revenons-en au monde des entreprises. Qu'est-ce que ça change pour elles, l'arrivée de ces progrès en intelligence artificielle? J'ai envie de dire tout, forcément. Il y a vraiment beaucoup d'usages qui peuvent être faits à tous les niveaux. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, alors je citais tout à l'heure la médecine ou la biologie, on voit des avancées très importantes, mais même au quotidien. Aujourd'hui, il y a une start-up, qui ne doit pas être très très loin d'ici d'ailleurs, qui propose pour les petites entreprises, start-up PME, une automatisation de la gestion des factures. Donc en allant trier les mails, chercher dans les répertoires adéquats, ça produit les factures, ça automatise la comptabilité. Ça peut vraiment dégager beaucoup de temps pour une petite entreprise, même dont le cœur de métier serait complètement à côté de l'IA. Donc il y a en termes d'outils des avancées très importantes. Et ensuite, sur les métiers mêmes, on voit une transformation dans tous les secteurs. Tous les secteurs qui possèdent beaucoup de données peuvent évidemment mieux anticiper, mieux comprendre, mieux se positionner, mieux prédire ce qui va se passer. Et ça peut être à la fois le comportement de leurs clients, les besoins de leurs clients, mais aussi leur stock, comment mieux gérer un approvisionnement, comment anticiper une pénurie. Donc tout ça, tout ce qui manipule la donnée peut éventuellement bénéficier d'IA, tout ce qui est optimisation que je mentionnais tout à l'heure, et ensuite tout ce qui peut être apporté par la robotique. Les possibilités sont infinies. Aujourd'hui, des métiers très régulés comme la finance ou tout ce qui touche le droit sont également impactés par l'IA. Et par exemple, un problème qui est important en France, c'est la cohérence de la jurisprudence. 2 tribunaux, 2 chambres peuvent avoir des avis, des opinions différentes. Aujourd'hui, il y a un projet de recherche à l'INRIA qui s'intéresse à étudier la cohérence et à aider les différentes chambres à s'attaquer à ce problème. Donc on voit vraiment que tous les secteurs sont impactés. Et est-ce que ça change la façon dont s'organisent ces organisations? Est-ce que comment ça change les chaînes de management? Est-ce que ça change la taille des équipes, la façon dont elles sont organisées? Je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question, puisque moi, je suis côté recherche. Et donc, je ne peux vous donner que les impressions que j'ai vis-à-vis de nos partenaires industriels ou des différentes interventions des étudiants dans les entreprises. Je pense que la première grosse révolution qui a été faite par les grandes entreprises et qui arrive maintenant un peu partout, c'est vraiment d'organiser les données. Beaucoup d'entreprises avaient des flots, des masses de données très importantes, parfois silotées, dans des métiers, des business units différentes, et sur des formats différents. On est vraiment dans la mécanique, dans la technique. Mais donc, la première grande révolution, je pense, a été pour ces entreprises de prendre conscience du potentiel de leurs données et de réussir à se mettre dans un ordre de marche pour les exploiter correctement. Et là, évidemment, d'introduire une nouvelle organisation, des désilotages, des nouveaux métiers qui vont arriver pour gérer ces masses de données.
Et ensuite, il y a une transformation de tous les métiers, qui ne veut pas dire qu'il faut remplacer tous les métiers par des data owners, data producteurs, data tout ce que vous voulez. Mais je pense vraiment bien intégrer cette dimension dans l'esprit de chacun des spécialistes métiers de l'entreprise et peut-être d'avoir des équipes qui peuvent intervenir à la demande des différents métiers pour intervenir. Qu'est-ce que ça change du point de vue des compétences? Est-ce qu'il y a des compétences qui deviennent indispensables maintenant ou qui sont plus valorisées qu'avant? Alors pour les métiers vraiment purement liés à l'IA, bien évidemment, la plupart, la plus grosse masse du peloton, ce sont des gens qui sont informaticiens, mathématiciens, qui ont fait des mathématiques appliquées, ce sont vraiment les spécialistes d'IA qui interviennent. Maintenant, ce n'est pas la plus grosse population des métiers impactés par l'IA, puisque je viens de dire qu'ils sont tous impactés. Et je pense que l'important aujourd'hui, ça n'est pas de remplacer tous les gens par des spécialistes d'IA, mais bien d'apporter cette petite compétence supplémentaire qui n'est pas anodine à tous les métiers, en reformant ou en acculturant les gens qui sont en poste, et également en introduisant plus en amont dans les cursus pour former les étudiants qui sortiront dans 3, 4, 5 ans avec un master, une sensibilisation à l'IA, puisqu'ils auront besoin dans leur vie d'être confrontés soit à des métiers différents, donc de parler avec des gens spécialistes d'IA, ou simplement à des outils. Si on revient par exemple à la médecine aujourd'hui, la plupart des radiologues, dans leur future carrière, seront certainement amenés un jour à être confrontés à un appareil, un logiciel sur l'ordinateur, qui va leur proposer un diagnostic ou une aide au diagnostic. Il faut qu'ils soient formés à comprendre pourquoi ce diagnostic peut être fiable ou pas. On a vraiment une variation et un besoin de double compétence partout. Comment on se prépare à ça, à cette présence de l'IA dans tous nos métiers, mais aussi dans pas mal de notre environnement quotidien? Sur les métiers, je pense qu'il faut éviter de faire peur aux gens et d'éviter une psychose de l'IA qui va remplacer l'humain dans les métiers. Ce sera probablement vrai. Il y a probablement des métiers qui vont disparaître et des tâches qui vont être effectuées par des robots ou des IA. Pourquoi pas? Ça peut éventuellement être des tâches pénibles. On a beaucoup discuté, par exemple, avec un grand industriel australien qui a beaucoup de mines et qui a complètement automatisé ses mines, avec des camions qui vont donc dans le désert chercher les minerais, etc. Évidemment, ça a remplacé les mineurs et les conducteurs de camions. Maintenant, conduire des camions dans le désert, dans la poussière, dans le sable toute la journée, c'est peut-être pas forcément le métier dont rêve tout le monde. Et en fait, cette entreprise a fait sa transformation en garantissant à tous ses employés une reformation et que s'ils avaient un cursus complet avec un succès à la fin, ils auraient un nouveau métier. Et donc, un conducteur de camion dans le désert, aujourd'hui, peut être amené à piloter les camions automatiques depuis son poste de contrôle en ville, rentrer plus souvent chez lui le soir, etc. Donc, il faut imaginer ça plutôt que dans une transformation continue, mais qui a été faite par le passé par d'autres technologies. Donc, pour se préparer à ça, mais il faut informer. Et pour éviter cette peur, je pense qu'il est important déjà de désacraliser la chose. Et par exemple, en Europe, on se positionne beaucoup sur l'IA de confiance, qui n'est pas encore acquise, mais sur lesquelles on commence un peu à avancer. Garantir un certain nombre de choses aux usagers, pour qu'ils sachent que l'idée n'est pas de les remplacer ou de les manipuler, et puis les former. Et ça, c'est vrai dans la poursuite de la révolution numérique. Aujourd'hui, tout écolier a des bases de biologie, un peu de physique, un peu de chimie. Il sait que l'eau chaude, ça brûle. Il sait que quand on lâche son verre, il tombe, il casse, parce qu'il sait qu'il y a des pesanteurs. Il sait qu'il ne faut pas forcément manger des bactéries ou de la moisissure. Les mêmes personnes ne sont pas éduquées à manipuler l'environnement informatique qui va représenter leur quotidien avec prudence. À savoir que lorsqu'on leur présente une image sur un téléphone, dans leur application préférée, ça peut être une image réelle, ça peut être une image retouchée parce que leur ami a voulu s'embellir, mettre un filtre, se maquiller, ou ça peut être une image qui a été manipulée à des fins néfastes. Et donc il faut que les gens apprennent à avoir le recul nécessaire pour garder un esprit critique vis-à-vis de ce qui leur est proposé, et aussi avoir les réflexes minimaux de prudence
quand ils s'exposent personnellement à des outils informatiques, des outils de prudence sur leurs données, alors les données, numéro de carte bancaire et autres, mais aussi les informations personnelles qu'ils diffusent sur la place publique. Aujourd'hui, le réseau social, c'est la place publique. Et donc ça doit être inculqué un peu à la fois à tout le monde. Et c'est le cas aujourd'hui? Pas tout à fait. On commence à avoir des options sur le numérique en collège et en lycée, mais je pense qu'il faudrait aller plus loin et vraiment, on ne parle pas de former des spécialistes, vraiment avoir quelques heures de sensibilisation dès les plus jeunes, puisqu'on voit aujourd'hui que l'âge d'exposition à tous ces outils, à tous ces médias recule ou avance plutôt, c'est de plus en plus jeune, et que, évidemment, plus les enfants ou les adolescents sont exposés tôt, moins ils sont armés pour critiquer ce qu'ils font. Donc il faudrait vraiment penser à inculquer ça très jeune. Comment vous voyez ce secteur de l'intelligence artificielle dans 3, 4, 5 ans? De quoi on parlera à ce moment-là? C'est très difficile à dire, c'est très difficile de faire de la prospective. Je pense déjà qu'il y a le mainstream, comme je l'ai dit, va continuer, va progresser. Il y a vraiment tout ce qui est... Il y a plusieurs axes d'amélioration. Tout ce qui est progression continue de ce qui existe déjà. Donc toujours de meilleures images, plus de langues, plus de progrès dans la médecine, etc. Et puis il y a plusieurs autres pistes. Il y a beaucoup aujourd'hui de chercheurs qui travaillent sur améliorer vraiment les techniques au sens, toutes les techniques qu'il y a derrière ces applications pour aller vers moins de données, moins de consommation énergétique, moins de calculateurs pour progresser dans ces aspects-là. Pourquoi? Eh bien parce que on ne peut pas continuer cette collecte à l'infini. Et donc ils essaient de minimiser plusieurs volets. Et en particulier, même aujourd'hui avec les techniques qu'on connaît, on oublie souvent que ces données, la plupart de ces applications qui marchent bien, marchent sur de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire par rapport à des données qui ont été annotées à la main. Et on ne parle pas de 2-3 images, on parle de bases de millions et de millions d'images. C'est-à-dire que cette intelligence qu'on appelle artificielle se base sur beaucoup de tâches bêtes qu'on confie à des humains, qui consistent à détourer des objets sur des images à la main et leur mettre une petite étiquette, c'est-à-dire écrire de quoi il s'agit. Ça, ce sont des tâches qu'on voudrait supprimer pour simplement gagner du temps et gagner de l'efficacité. Et on pourrait, avec ça, revenir sur justement des positionnements plus faciles pour ceux qui ont collecté moins de données à l'origine. Donc il y a toutes ces améliorations-là. Puis il y a aussi des gens qui travaillent sur vraiment comprendre, puisqu'aujourd'hui, on entend souvent qu'on ne comprend pas bien pourquoi ça fonctionne sur les gros modèles, sur le deep learning, sur toutes ces avancées majeures qu'on a vues ces dernières années. Les chercheurs qui travaillent vraiment sur les mathématiques, la compréhension du phénomène, sont un peu en retard par rapport à l'aspect pratique de la chose, mais commencent à progresser. Et donc c'est en progressant sur ce volet-là qu'on va réussir à aller vers une IA de confiance, puisqu'on va maîtriser son fonctionnement et qu'on va comprendre ce qui se passe. Et donc on pourra la déployer dans des secteurs où aujourd'hui on hésite par inquiétude et par problème sur la statistique. On va pouvoir comprendre mieux ce qu'on fait et ouvrir de nouveaux domaines d'application. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas très bien ce qu'on fait? On comprend dans une certaine mesure et on oublie souvent, c'est aussi un pan qui devrait être plus précisé, enfin plus inscrit dans les mœurs de tout le monde, c'est que ce sont des outils statistiques. Le concept d'un outil statistique, c'est qu'il n'a pas 100% de résultats corrects. Et la sensibilisation à la statistique, c'est aussi quelque chose qui manque, à mon sens, dans l'éducation, alors européenne, je ne sais pas, mais au moins française. On n'est pas habitué, quand on vous dit que quelque chose fonctionne à 95%, vous dites que, ok, ça marche. Et donc vous pouvez être surpris quand vous tombez sur l'un des 5% dans lesquels ça ne fonctionne pas. On a vu ça, par exemple, au moment de la crise Covid, qui n'a rien à voir avec l'IA, mais dans toute la presse, on annonçait des résultats ou des fonctionnements ou des risques avec un certain pourcentage que les gens ne lisaient pas forcément correctement. On a cette problématique-là dans l'IA. Donc on essaie d'améliorer quotidiennement le pourcentage de succès des algorithmes et aussi la fiabilité de la marge d'erreur qui est donnée. Mais ça mérite encore d'être amélioré. Et quand vous dites on ne comprend pas toujours ce qu'on fait, non, c'est vrai. Il y a des modèles qui fonctionnent avec parfois la surprise pour le chercheur qui l'a créé. Donc il étudie a posteriori pourquoi ça marche. Mais on demande aujourd'hui à l'IA
beaucoup de choses, et beaucoup de choses qu'on ne demande pas aux autres domaines. Quand vous prenez un médicament aujourd'hui, il a été testé. Il a été étudié sur des groupes de population, des cohortes, avec un système très réglementé, d'essais cliniques, etc., avec des phases successives. Et vous n'êtes jamais assuré que le médicament fonctionne à 100% sur l'ensemble de la population. Parce qu'il a été utilisé sur des sur des échantillons statistiques de population, de représentation, en fonction des âges, des pathologies. Je dépasse largement mes compétences. Mais c'est un processus qui est très maîtrisé. Et donc, vous le prenez avec une certaine confiance, parce qu'il a été prouvé que ça fonctionne. Il faut qu'on arrive à mettre en place de tels processus pour l'IA, et d'ailleurs le numérique en général, c'est-à-dire d'arriver à un cahier des charges de tests, puisque tant que ça reste sur des domaines statistiques, on ne pourra pas assurer 100% de réussite. Mais il faut qu'on puisse mesurer à quel point c'est raisonnable d'accepter un algorithme pour un problème donné, à un instant donné. Pour conclure, Isabelle, qu'est-ce que vous nous recommanderiez de lire, de regarder une conférence, un article, une vidéo particulièrement intéressante pour comprendre ces sujets, pour approfondir? Il y a énormément de données, on revient toujours au sujet initial, disponibles en ligne. La plupart sont très intéressantes. Je pense qu'il faut revenir toujours à mon fondamental. Il faut regarder toutes les informations disponibles avec un esprit critique et en regardant quel en est l'auteur. Parce que les gens ont des points de vue différents et des centres d'intérêt différents. Alors, si vous me demandez quelles sont mes deux lectures du moment que je recommanderais, je viens de choisir deux parce que j'ai toujours des difficultés à en choisir un. Il y a le livre de Yann Lequin, qui est quand même l'un des pères fondateurs de l'IA, et qui peut être lu par tout le monde parce qu'il raconte toute l'histoire de l'IA, l'état des lieux, et même s'il y a des petites incursions sur des domaines un peu plus mathématiques, le livre est conçu de manière à ce que vous puissiez les passer et éventuellement y revenir plus tard. Et un deuxième livre de quelqu'un qu'Artefact connaît bien, qui est Damien Gromier, qui lui a plus visité l'écosystème français qui est lié à l'IA et a interrogé un certain nombre de start-upers, de grands groupes, vraiment tout l'écosystème pour voir leur positionnement sur les différents domaines. Donc ça fait deux lectures très complémentaires. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.